Et j'appelle à l'inverse Jean-Luc Regnard, qu'on a vu tout à l'heure, à nouveau à se joindre à nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Institut Agro de Montpellier Supagro. Vous intervenez au nom de toute une équipe qui est listée là. Voilà, tout le monde pourra lire les gens. Je sais que ça vous tenait à cœur de rendre compte du travail d'équipe. Et avec vous, Jean-Luc, pour conclure cette matinée, on va s'intéresser aux outils de phénotypage haut débit, qui sont d'autres outils finalement de cartographie de ce qui se passe dans une parcelle. C'est pour ça que ça s'inscrit dans le prolongement de la présentation précédente. Mais là, à des fins non pas de gestion du verger, on va dire, à des fins commerciales, mais plutôt à des fins de sélection de variétés fruitières performantes et résilientes. Merci. Donc effectivement, bon, alors j'espère que votre capacité d'attention n'est pas totalement submergée. Il y a les estomacs aussi qui, voilà. On tient le coup, on tient le coup. On Voilà, vous écoute. donc effectivement, je parle au nom d'un collectif. C'est un travail qui a été multiforme, mené par différents acteurs, et dans cette liste, sans faire le détail, je dirais qu'il y a 2 équipes qui ont collaboré. Et on a aussi des gens qui sont passés, qui ont fait leur thèse, leur postdoc, et qui sont partis aujourd'hui dans une autre unité de recherche. Alors, les éléments de contexte, alors je sais pas, oui, ça va. Les éléments de contexte ont été largement rappelés ce matin, des aléas climatiques, des défis de compétitivité, des verrous technologiques dont le magnifique exposé qui vient de me précéder montre que beaucoup d'énergie se sont attelées à les faire sauter. J'avais noté, peut-être un peu trop éloigné du terrain aujourd'hui, que l'intraparcellaire était rarement modulé, mais en fait, je viens d'être démenti, donc j'en suis absolument ravi. Et puis, il faut aussi rappeler... En partie seulement, on a compris que c'était pas complètement abouti. Hein. C'est pas encore tout de suite, mais c'est en route. Voilà. Et puis, donc, une filière qui est quand même caractérisée par un flux d'innovation sur le matériel végétal qui est très, très important, avec une capacité, je dirais, d'évaluation du comportement de ces variétés dans un contexte futur qui, quand même, interroge. Et donc, qui nous renvoie en pleine figure la question du phénotypage, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va essayer d'apprécier la performance de ces variétés dans un contexte futur qu'on ne connaît pas encore totalement, mais pour lequel il faut essayer de tester les variétés à leurs limites. Et c'était un peu ça qui avait préludé, je dirais, à un certain nombre d'actions de recherche que nous avons conduites. Bon, ça, c'était juste un rappel d'un contexte 2021 particulièrement défavorable sur le plan des rendements. En croisant différentes sources d'informations, on peut simplement constater que les rendements après gel sur la pomme en 2021 sont parmi les plus faibles observés depuis 30 ans. Alors, je me réfère ici à un rapport auquel j'avais collaboré à mon niveau, qui a été élaboré dans le contexte du GIS-Fruits, un groupement d'intérêt scientifique qui a réuni différentes catégories d'acteurs de la filière fruits. Et quand on s'interroge un peu aujourd'hui sur quoi est-ce qu'on doit sélectionner une variété, quels sont les critères, quels sont les points importants, le comportement agronomique, la tolérance ou la résistance aux maladies, donc c'est l'onglet stress biotique que je n'ai pas cerclé, et puis évidemment dans quelle mesure est-ce qu'on peut s'adapter au changement climatique sur des variétés, sur des porte-greffes, évidemment, sont des questions prégnantes. Alors les enjeux du phénotypage au champ, ils se situent à différents niveaux. Il faut savoir acquérir au meilleur coût, évidemment, de la donnée à haut débit. On peut se poser la question de l'échelle d'acquisition. J'ai mis en grisé l'intra-arbre parce qu'en fait, on va essentiellement essayer de capter de la donnée au niveau soit de l'individu, soit du couvert végétal, à différents niveaux de résolution. Et dans l'exposé que je présenterai ici, on s'attachera à 3 points qui sont ici en surlignage, donc des données architecturales sur les variétés, puisqu'évidemment la façon dont une variété se conforme et se développe dans l'espace va préfigurer sa capacité d'interception lumineuse
la facilité de conduite et l'importance de certaines opérations culturales comme la taille. Deuxièmement, la détection des réponses au stress abiotique et notamment au stress de pics de chaleur et de sécheresse. Et enfin, on a aussi travaillé sur la capacité de photosynthèse, c'est-à-dire des aspects plus fonctionnels sur des collections variétales. Bon, quel que soit en tout cas le trait de comportement qu'on analyse, on a besoin de proxys, c'est-à-dire d'estimateurs de ces paramètres qu'on va mesurer. Et ces proxys, en fait, il faut qu'ils soient faciles à acquérir et pas trop coûteux. On ne peut pas passer trop de temps sur un arbre, surtout quand on travaille sur des collections, comme vous le verrez dans un instant. Donc j'ai choisi de vous présenter de façon un petit peu schématique les 3 types de dispositifs sur lesquels nous avons travaillé, également quelques méthodes. Donc en matière de dispositifs expérimentaux de terrain, les diapositives suivantes le présenteront. En matière d'outils, on a utilisé, alors ce matin on a parlé satellite, on a parlé drone, on vient de parler de capture d'images en vision latérale sur les arbres. Nous avons en complément de cette gamme d'outils utilisé le scanner 3D, le lidar terrestre, qui, je le rappelle, peut aussi être aéroporté. Et puis nous avons depuis plusieurs années fait de l'imagerie multispectrale, soit dans le RGB et le proche infrarouge, soit également sur l'infrarouge thermique. La solution vecteur que nous avions privilégiée, en tout cas c'était l'une des seules disponibles. On avait fait un petit peu du LM, ensuite on a fait du drone, et sur l'équipe on n'a pas exploité les données satellitaires jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc je passe. Alors le premier dispositif, bon là il y a un petit problème de police, c'est pas très grave. Donc vous pourrez simplement lire sous comportement que les parcelles de comportement variétal présentent sur ici le CTIFL, Vincent Mathieu va reconnaître une schématisation à outrance des essais de comportement variétal de niveau 2. En fait, ce qu'on avait imaginé, c'était d'implémenter sur ces parcelles variétales des dispositions d'irrigation différenciées pour essayer de tester encore une fois la variété à ses limites en infra-irrigation, de voir comment est-ce qu'elle répondait en termes de photosynthèse, de régulation de sa consommation d'eau, etc. Et donc c'est ce qu'on a appelé et que j'appellerai dans les diapos suivantes la modalité WD, c'est-à-dire Water Deficit, en bon anglais, versus la bonne irrigation WW. Donc ça sera codé couleur. Le deuxième dispositif, donc ça c'est la diapo précédente est sur les collections de comportements qui sont au CTIFL. En général, je parle sous le contrôle de Vincent, mais il y a sur chaque tranche annuelle de plantation, il y a eu au plus 5 variétés plantées, ce qui fait qu'à un instant T, il y avait entre 15 et 20 variétés qui étaient en comparaison. Le dispositif 2 sont des collections variétales qu'on a dans les parcelles INRAE. Ici, je montre celle de Moguio. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de constituer des parcelles variétales de collection dans lesquelles on a la possibilité de tester non seulement la variété, mais la variété croisée avec ce dispositif de sous-irrigation, avec à nouveau des modalités bien irriguées et moins bien irriguées. Et là-dessus, on a fait donc lidar, échange gazeux, enfin, etc., etc. Ces parcelles, je le dis en passant, sont caractérisées par une très grande diversité phénotypique et génotypique, comme en témoignent par exemple les photos de fruits. Ce sont des variétés souvent anciennes, mais justement cette exploration
du trésor que représentent ces collections variétales, ça permet aussi d'imaginer qu'on dispose d'une collection de gènes qu'on peut appeler dans le futur pour créer de nouvelles variétés. Voilà, le troisième dispositif, c'est été mobilisé dans le cadre d'un projet qu'on a mené avec des collègues français et étrangers, un projet financé par Climate Kick, qui est un dispositif européen, et dans lequel, cette fois-ci, sur des grands vergers de Gala en Catalogne espagnole, on a effectivement là créé 3 sous-systèmes irrigués. Alors là, l'option était différente, c'était pas de tester la variété, c'était de savoir si on pouvait établir puis repérer des anomalies d'irrigation par imagerie aéroportée. Donc je passe sur quelques résultats. Donc en ce qui concerne le scan 3D sur des arbres, déjà ici on est centré individu au point de vue échelle. Donc ça veut dire que quand on capture de l'image avec le laser qui va balayer à 360 degrés entre 2 rangées d'arbres, 5 arbres par 5 arbres, donc pour scanner des collections de 1000 arbres, il faut quand même un peu de temps. Il faut 5 jours pour scanner 1000 arbres, mais on récolte évidemment une donnée très, très intéressante. Je précise aussi peut-être quand même, ça m'a échappé au passage, les arbres ne sont pas taillés, c'est une volonté de l'équipe d'avoir leur architecture native et non pas l'architecture après taille. Mais on pourrait aussi bien le faire sur des arbres taillés, bien sûr. Donc ici, le traitement d'image avec une plateforme de traitement d'image qui est OpenAlea nous permet de segmenter, de nettoyer, etc. Et surtout d'obtenir ceci qui est très important. C'est des volumes convexes ou des alpha-volumes qui sont en fait une caractérisation de l'architecture de chaque individu dans l'espace, le volume que le feuillage occupe réellement et la géométrie du volume enveloppe de ce feuillage. Et à partir en fait de la maquette 3D qui est obtenue grâce à cet outil Scan 3D, on peut ensuite faire tourner des applications de lancer de rayons lumineux qui permettent d'apprécier la capacité d'interception lumineuse de ce feuillage avec la variable star. Voilà, donc vous avez ici en opération un des nombreux stagiaires là aussi qui sont passés sur l'équipe. Bon, là vous avez simplement une petite idée de ce que peut représenter le travail de co-registration des images obtenues et ensuite le travail de reconstitution des maquettes 3D que je ne détaille pas. En matière d'imagerie, on a fait surtout du drone, en fait, sur les dernières années. C'était un peu fondé aussi sur le matériel disponible. Donc, on a travaillé sur 2 gammes d'ondes. D'abord, du visible proche infrarouge, ce qui est classique pour nourrir les indices de végétation. Et puis, on avait fait le choix, dès le départ, de faire de l'imagerie thermique, puisqu'on était focalisé sur l'eau et sur la capacité de la plante à émettre finalement un signal thermique lorsqu'elle est en difficulté sur le plan de sa physiologie. Donc je peux répondre à des questions sur cette diapositive, mais dans le temps imparti, on ne va évidemment pas rentrer sur le détail. Voilà, donc on a travaillé avec ces différents outils. Ça a été fait dans différents cadres expérimentaux, comme je l'ai expliqué. Alors, on a d'abord été très petites mains pour essayer de traiter les images. Alors, c'est des gigaoctets, c'est des big data, donc traitement semi-manuel assisté par des applications du commerce, payantes ou non. Bon, ça a ses limites, et notamment en temps chercheur passé. Donc, bon, enfin, ça a été mis au point, mais ça a clairement de grosses limites. Ce travail nous a permis quand même au passage de vérifier que les données qu'on acquérait par l'imagerie RGB proche infrarouge et thermique
était en fait parfaitement cohérente avec des mesures faites sur la plante directement par rapport à des états de stress, etc. Donc déjà, c'était rassurant pour dire qu'on pouvait avancer sur ces techniques. Bon, ça, c'est des choses que vous connaissez, donc je vais passer là-dessus, c'est des assemblages. Alors, sur l'établissement de régimes hydriques différenciés à la parcelle, sur des parcelles variétales, on peut, ici, vous le voyez très bien sur le graphe de gauche, créer une situation soit de confort hydrique, soit de non-confort, avec progressivement un potentiel hydrique de sol qui plonge. Et le signal par lequel le végétal répond, eh bien, c'est les graphes que vous avez à côté et qui sont tout simplement les températures de feuillage moins température d'air. Donc, c'est la signature thermique d'un feuillage non stressé versus feuillage stressé. Et on voit très bien au fur et à mesure qu'on coupe l'eau, finalement, sur le rouge, on a un signal qui est de plus en plus fort sur les augmentations thermiques. C'est quelque chose de relativement classique. Voilà. Le projet ClimateKick nous a permis de progresser un petit peu sur les solutions deep learning qu'on peut mobiliser pour traiter les images avec plus d'efficacité. Et donc là, c'était appliqué à un objet qui était la détection d'anomalies d'irrigation sur des parcelles. Et aujourd'hui, bon, la solution n'est pas tout à fait au point, elle est partiellement carrossée. On obtient des niveaux de précision et de rappel qui sont à peu près corrects pour détecter, charge ensuite au producteur d'aller voir sur la placette, voir s'il y a des goutteurs bouchés ou si au contraire le goutteur a sauté et qu'on a une espèce de geyser local, etc. Donc ça peut être utile aussi pour la conduite des parcelles. Voilà, et alors je voulais terminer là-dessus. Donc, avec le laser scanner, on a pu montrer qu'en fait, les variables qui caractérisent l'architecture, la forme, la densité du feuillage sont en fait tout à fait indépendantes de la capacité d'interception lumineuse. Ça peut paraître surprenant au départ, mais en fait, le paramètre qu'il faut considérer, c'est qu'un feuillage trop compact, on capte très bien la lumière à l'extérieur, mais qu'on a une extinction du signal lumineux à l'intérieur. Et donc, en fait, la technique nous aide à résoudre cette contradiction avec la taille, qui va rendre la frondaison plus poreuse à la lumière. Mais sur un plan du comportement natif de la variété, une variété qui est très volumineuse va fortement éteindre le signal lumineux. D'accord ? Et donc, finalement, il y a une espèce d'antagonisme et d'indépendance entre ces caractères d'efficience d'interception, qui est le socle de la productivité quand même, et les caractères d'architecture qui sont plutôt liés, on va dire, à la facilité de conduite et aussi à la vigueur et au temps passé à tailler. Et donc, sur cette collection variétale qui comportait plus de 200 variétés, on a pu classifier un petit peu les variétés en fonction des critères. Voilà. Et par rapport à la réponse au stress, eh bien, on peut montrer aussi qu'il n'y a pas de corrélation entre l'architecture et la réponse au stress hydrique. Et il n'y a pas de réponse entre interception lumineuse et réponse au déficit hydrique. C'est-à-dire que les trois gammes de caractères sur lesquelles on a travaillé semblent disjointes sur le plan génétique, si vous voulez, et on peut les travailler en combinaison. Et donc, ça donne un certain espoir, on peut dire, sur la façon, aujourd'hui, avec les outils génétiques et génomiques dont on dispose, de se dire, eh bien, grâce à l'information acquise à haut débit, grâce aux capteurs, etc., on peut récupérer de l'information phénotypique, la travailler sur le plan génétique et ensuite aider les sélectionneurs à mobiliser cette connaissance pour produire ou pour imaginer, on va dire, les variétés de demain sur ces trois critères-là, qui bien sûr sont incomplets puisqu'il faudrait ajouter la résistance aux maladies, la qualité, etc. Voilà, donc les applications potentielles, eh bien, en fait, j'aurais dû m'abstenir de cette diapositive. Elles ont été très largement
exposé par l'exposé précédent. Donc je suis très heureux que ce soit vraiment en marche. Donc moi j'avais retenu phénologie, intensité de floraison, de nouaison, repérage et dénombrement des fruits. Donc on voit que les solutions sont en route. Détection des stress abiotiques, eh bien j'espère vous avoir montré quelques images. Et puis on aura, je crois, cet après-midi un exposé sur proxy détection et stress biotique. Voilà. Et en ce qui concerne des applications plus moyen terme, long terme, on travaille actuellement sur l'imagerie appliquée à la caractérisation de la sénescence en automne, c'est-à-dire de la perte des feuilles, puisque les feuilles en fait sont un facteur de signalétique que la plante intègre par rapport à son fonctionnement hivernal. Il y a la possibilité éventuellement avec les outils de créer finalement des dispositifs un petit peu complexifiés dans lesquels on va pouvoir tester les nouvelles variétés sur des parcelles qu'on aura un peu équipées avec des capteurs. Hein. Et puis, surtout, on a un magnifique outil pour explorer les ressources génétiques et être capable de détecter si on a bien la réserve de caractères qui nous permet l'assemblage dans des variétés futures. Et ça, c'est l'affaire du partenariat public-privé, bien sûr, d'être capable de mobiliser cette information, sachant que INRAE ne produit plus vraiment de variétés finies, ça c'est plus l'affaire de la sélection privée. Et donc c'est dans le cadre d'une collaboration INRAE ou autres instituts de recherche étrangers et pépiniéristes, obtenteurs et bien sûr créateurs de variétés qu'on pourra probablement pour le futur assembler des traits d'intérêt et être capable d'avoir des génotypes qui peuvent performer sur le futur en étant, si possible, à la fois efficients, mais aussi résilients. Merci de votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup, Jean-Luc Regnard. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Institut Agro Montpellier Supagro. Et avec vous, on a une pointe d'espoir, mine de rien, parce que donc, on a compris tout ce matin que l'arboriculteur, les arboriculteurs, les filières arboricoles avaient beaucoup à faire, que le levier génétique était un des leviers. Et par une approche d'analyse phénotypique, on voit que des potentiels génétiques restent à explorer. Donc merci beaucoup pour votre intervention.